Alors bonjour, nous allons faire une nouvelle série de vidéos que je vais appeler Kit de survie sur les vecteurs, qui est destinée à deux types de populations, soit aux élèves de première spécialité, qui souhaitent en fait faire des révisions du programme de seconde, des révisions en vue en fait d'attaquer des chapitres qui sont importants en première spécialité, comme le produit scalaire, ou des élèves de seconde qui souhaitent, qui ont déjà vu le chapitre sur les vecteurs et qui souhaitent réviser. Donc dans cette première vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, on va rappeler la définition de ce que c'est qu'un vecteur, dans un premier temps. Ensuite, on va voir comment additionner deux vecteurs. On va voir qu'il y a deux techniques pour additionner deux vecteurs. Et enfin, nous ferons un exercice d'application. Allez, bon visionnage. Donc tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un vecteur. Et en fait, on peut définir un vecteur en fait à partir de deux points. Alors, il faut faire très attention, parce qu'on verra que, justement, quand on va avoir donc deux points, A et B, on va définir ce que l'on va appeler le vecteur AB. On va le représenter par une flèche. Et en fait, ça correspond à quoi un vecteur à la base? Ça correspond en fait à ce que l'on va appeler une translation, c'est-à-dire la translation qui va transformer, on imagine que le point A serait une des extrémités de mon Velleda, et que je déplacerai mon Velleda sans le tourner, juste en le glissant, entre guillemets, en ligne droite, jusqu'à B. Et entre guillemets, on aurait un point de départ et un point de destination. En fait, ce point du Velleda, en fait, il va dans une certaine direction, la direction de la droite à B. Il a un certain sens, c'est-à-dire il va de A vers B, et il parcourt une certaine distance, la lumière à B. Le truc, c'est que si je regarde justement l'exemple de mon Velleda, imaginons que je le positionne comme ça, et que je démarre, et que je dise que ce point, ce soit le point C. Quand je vais faire ma translation, hop, le point de départ de mon Velleda, par exemple, ça va être le point D, et ben en fait, il s'avère que ce que je vais appeler le vecteur CD, et ben c'est en fait, ça représente la même translation en réalité. Et ces deux flèches, en fait, représentent le même vecteur. Ce sont deux représentations, mais du même objet. Et donc, c'est ça. Un vecteur, c'est quoi? C'est trois choses. Une direction, c'est-à-dire dans quelle direction on va. Quand vous avez fixé une direction, vous pouvez aller dans deux sens. Donc, la deuxième information, c'est le sens, de A vers B, de C vers D. Et en fait, une troisième information, qu'en fait, on va appeler norme du vecteur, qui est en fait la distance parcourue. Mais on dira norme pour un vecteur. Donc ici, on a donc deux représentations d'un vecteur. Donc ici, j'ai représenté le vecteur AB, qui est en réalité aussi, que j'aurais pu aussi noter, le vecteur CD. J'ai plusieurs manières de le noter, j'ai plusieurs manières de le représenter. Et donc, en fait, ici, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que le vecteur AB, ça va être égal au vecteur CD. Alors, éventuellement, on aurait pu aussi l'appeler le vecteur U. On n'est pas toujours obligé d'utiliser deux points pour définir un vecteur. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, ce que l'on aurait appelé la norme de U, on l'aurait noté avec deux doubles barres. On pourrait très bien noter d'ailleurs la norme du vecteur AB de cette manière-là. Il s'avère que la norme du vecteur AB, en fait, c'est exactement la distance du point A au point B. Donc, ce qui est important ensuite, ça va être en fait de déterminer cette situation-là, c'est-à-dire l'égalité de deux vecteurs. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la figure clé qu'il y a derrière, c'est un parallélogramme. Les vecteurs AB et CD, les vecteurs CD, ils sont égaux. Ce sont deux représentations du même vecteur, si et seulement si, et c'est là où il faut faire très attention. Le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors, il faut faire très attention à l'ordre des lettres. Parce que si vous dites ABCD est un parallélogramme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, si vous représentez les vecteurs AB et CD, alors, ils vont avoir la même direction, ils vont avoir la même norme, mais ils n'auront pas le même sens. Donc, il faut faire très, très attention à ici, entre guillemets, intervertir, de faire bien attention à intervertir ces deux lettres. De manière générale, vous pouvez toujours essayer de faire en fait une petite figure au brouillon pour éviter de faire ce genre d'erreur.
Donc, première chose, comment on fait l'égalité de deux vecteurs? Eh ben, en fait, la figure clé, c'est un parallélogramme. Donc, en particulier, par exemple, des rectangles, des losanges. Dès que vous avez ça dans une figure, des carrés, eh ben, vous allez pouvoir, en fait, avoir l'identité, l'égalité de deux vecteurs. Ensuite, la question que l'on va se poser, c'est comment, en fait, on va additionner deux vecteurs. Comment on fait pour définir l'addition de deux vecteurs? Et là, vous allez voir qu'en fait, on va avoir deux manières de le définir qui vont être équivalentes. Alors, moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle la relation de Chasles pour définir la somme de deux vecteurs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la relation de Chasles? Ben, elle nous dit que si je reprends mon histoire de mon petit Velleda, si je me déplace de A vers B, puis de B vers C, d'accord? Donc, j'imagine un Velleda qui va de A à B, puis de B vers C. Bah, je regarde, en fait, je représente mes deux vecteurs, les vecteurs AB et les vecteurs BC. Et finalement, si je regarde mon objet, c'est exactement la même chose que si j'avais directement fait la translation de A vers C, qui transformait A vers C. Et c'est ce que vous dit la relation de Chasles. C'est tout simplement que le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est égal au vecteur AC. Et comment souvent on va pouvoir détecter qu'il faudra utiliser une telle relation? Ben, c'est tout simplement en fait que vous avez, dans les représentations de vos deux vecteurs, vous avez un point en commun, c'est-à-dire que le point de destination du premier vecteur, enfin de la première représentation, c'est le point de départ du deuxième. Et donc c'est un outil qui va être très pratique, qu'on peut utiliser dans les deux sens. On peut aussi souvent décomposer un vecteur comme une somme de deux autres vecteurs grâce à la relation de Chasles. Il faut vraiment comprendre que c'est, enfin, en fait, avec l'idée de translation, c'est excessivement intuitif. Bon, néanmoins, vous n'aurez pas toujours forcément l'addition, en fait, de deux vecteurs dont les représentants ont un point, en fait, intermédiaire. Et c'est pour ça qu'on a aussi une autre règle qu'on appelle la règle du parallélogramme. Alors, l'idée de la règle du parallélogramme, c'est que cette fois-ci, on veut faire la somme de deux vecteurs dont les représentants, en fait, démarrent du même point. Et donc, on veut faire le vecteur AB plus le vecteur AC. Et là, l'idée, c'est en réalité que l'on va réutiliser cette figure très importante qui est le parallélogramme. C'est-à-dire que on aurait très bien pu dire, je vais construire un point D, par exemple, tel que le vecteur AC soit égal au vecteur BD. Et quand vous faites ça, c'est pour ça que c'est tout à fait équivalent à la relation de Chasles, quand vous faites ça, en réalité, vous construisez un parallélogramme. Vous devez compléter votre figure pour avoir un parallélogramme. Je vais mettre le point D ici. Et du coup, le vecteur BD va être égal au vecteur BC. Et du coup, le vecteur BD va être égal au vecteur AC. Et finalement, la figure que vous avez complétée, c'est un parallélogramme. C'est pour ça qu'on va appeler ça la règle du parallélogramme. Ça va être égal au vecteur AD, où D, en fait, est construit de telle manière à ce que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Il faut faire encore attention de ne pas écrire que c'est le quadrilatère ABCD. Et on peut toujours faire un schéma. Et donc, ici, on va avoir tendance à plutôt utiliser cette règle quand, en fait, nos deux vecteurs, ils ont des représentants qui démarrent du même point. Et la grande idée, c'est on va compléter avec un quatrième point pour compléter le quadrilatère comme un parallélogramme, et on va obtenir, en fait, un représentant d'un vecteur, en fait, qui, en plus, va démarrer du point commun. Bon, et maintenant, je t'invite à chercher, à appliquer, en fait, tes nouvelles connaissances sur cet exercice. Donc, on te donne une figure. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'on a un rectangle ABCD. Alors, je te rappelle qu'un rectangle, en particulier, c'est un parallélogramme. On a vu que le parallélogramme, ici, est une figure qui nous permet d'obtenir des égalités de vecteurs. Ensuite, on te dit que AB est égal à 3 et BC est égal à 8. Bon, en réalité, on va se rendre compte que ces longueurs-là, dans l'exercice, finalement, c'est relativement artificiel de les donner. Elles servent à pas grand-chose. Et on a défini les points E et F comme étant les milieux respectifs des segments BC et AD. Alors ça, il faut quand même comprendre qu'en particulier ici, on peut par exemple obtenir que le vecteur CE, par exemple, c'est égal au vecteur
EB. D'accord? Quand on a un milieu de manière générale, quand on regarde, je vais essayer de faire de manière plus générale, quand on a un point I qui est milieu d'un segment AB, ben en fait, on va avoir plein d'égalités vectorielles qui se déduisent. On va voir que le vecteur AI, c'est 1/2 du vecteur AB. Et on peut aussi voir que le vecteur AI, c'est égal au vecteur IB. Donc à chaque fois, il faut bien retenir ces mêmes directions, même sens et même distance. Donc ces histoires de milieu vont nous permettre aussi, éventuellement, d'utiliser des égalités entre deux vecteurs. Et donc à chaque fois, on va te donner des sommes, et il faut à chaque fois, en fait, exprimer cette somme en un seul vecteur, en un seul représentant, dont les extrémités de ce représentant sont nécessairement des points que j'ai définis. Je t'invite à mettre la vidéo en pause et à chercher cet exercice, et on se voit tout de suite après pour la correction. Bon, et ben voilà le premier. Alors le premier, en réalité, t'as même pas besoin de la figure. Hein. Le premier, en fait, il suffit tout simplement de remarquer qu'on va utiliser la relation de Chasles. Donc j'ai même pas besoin de regarder la figure. Je sais, en appliquant la relation de Chasles, et donc si tu étais dans un devoir, il faudrait l'écrire d'après la relation de Chasles, mais en fait, ici, on sait directement que c'est le vecteur BC. Bon, ben, au moins celui-là, il nous aura servi d'échauffement. Pour le second, ben, on se rend compte que ça va aussi ressembler à l'autre règle que l'on a vue directement, puisqu'en réalité, nos deux représentants, ils partent du même point. Alors, en fait, on a quoi? On a le point A, on a le point F, on a le point E. Il faut qu'on essaye, en fait, de compléter pour avoir un parallélogramme. Donc, si on a les segments AF et AE, bah, et qu'on veut compléter avec un parallélogramme, bah, de manière assez naturelle, on va obtenir le point C. Et donc là, en fait, si on remarque que le quadrilatère AFCE est un parallélogramme, et ben à l'aide de la règle du parallélogramme, on va pouvoir dire directement que c'est égal au vecteur AC. Alors peut-être que tu l'as fait différemment. Moi, quand j'ai été élève, souvent, j'étais pas très fan de la règle du parallélogramme. Et donc souvent, en réalité, je disais, bah, par exemple, j'aimais bien la relation de Chasles et j'essayais toujours de les mettre bout à bout. Et donc, par exemple, j'aurais dit que le vecteur AE, eh ben, c'était égal, par exemple, au vecteur FC, et après, d'utiliser la relation de Chasles. Alors, en fait, c'est plus long, et c'est pas mal, en fait, d'utiliser le bon théorème, la bonne règle qui est adaptée à la situation. Pareil, dans un devoir écrit, ici, on aurait dit, d'après la règle du parallélogramme, en précisant que le quadrilatère AECF était un parallélogramme. Ce que d'ailleurs on peut démontrer en disant que le vecteur AF est égal au vecteur EC. Alors le troisième, tu as eu peut-être plus de mal. Puis déjà, on en a 3 de vecteurs. Alors peut-être que si tu as séché, je vais te donner quand même des indications. En fait, je n'ai pas tout dit en fait sur la somme des vecteurs. En particulier, la grande idée, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a 3 vecteurs. Même déjà, qu'est-ce qui se passe quand on a 2 vecteurs? Est-ce que par exemple, la somme de 2 vecteurs, est-ce que c'est ce qu'on appelle quelque chose de commutatif? Ben, la réponse est oui. On peut commuter en fait la somme de 2 vecteurs. Vecteur U plus vecteur V, c'est bien vecteur V plus vecteur U. Donc on a l'idée de la commutativité, tout comme quand on fait l'addition de 2 réels, de la même manière. Et la deuxième propriété en réalité qui est cachée, c'est ce qu'on appelle la propriété d'associativité. C'est-à-dire que quand tu as une somme de 3 vecteurs, tu te dis, bon, bah, je vais essayer en fait de reprendre la définition. Et donc, de manière naturelle, on pourrait se dire, bah, je vais d'abord le faire dans le sens de lecture, c'est-à-dire que je vais faire la somme des 2 premiers vecteurs, et ce résultat-là, ensuite, je ferai la somme des 2 vecteurs obtenus. Mais en fait, tu peux très bien le faire en disant, bah, je fais par exemple d'abord la somme des deux derniers vecteurs, et ensuite j'associerai. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que
Une fois qu'on a ça, et ça va pouvoir t'aider, la stratégie, c'est que tu vas pouvoir, bon, déjà, en fait, changer éventuellement l'ordre des termes, des vecteurs, il n'y a pas de souci. Et ensuite, en fait, tu vas pouvoir en choisir deux, le plus simple possible, qui vont t'arranger éventuellement, et puis faire la somme de ces deux-là, et puis après, tu feras la somme avec le troisième. Donc, si tu n'y avais pas réussi, je te laisse un petit peu le temps, celui-là, pour le chercher, de faire pause sur la vidéo, et on se revoit de suite. Ok. Donc ici, en fait, et puis il y aura peut-être plein d'autres manières pour le faire, mais ici, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on a un point en commun. Alors, techniquement, c'est pas de suite la relation de Chasles, sauf que si je pouvais effectivement dire que celui-là, c'était le premier, et celui-là, le deuxième, ça pourrait fonctionner. C'est-à-dire que, dit autrement, je vais déjà associer ces deux-là, et puis en fait, je vais commuter ces deux vecteurs pour pouvoir utiliser directement ma relation de Chasles. En plus, ce qui est plutôt pas mal quand on fait ça, c'est que j'ai même pas besoin finalement de voir la figure. Alors ça pourrait être bien de représenter tous ces vecteurs sur la figure, mais j'ai même pas besoin, parce qu'en fait, j'utilise vraiment ces deux propriétés, associativité et commutativité, et là, je sais que j'utilise directement la relation de Chasles. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que c'est égal au vecteur CF plus le vecteur FB. Et alors là, c'est pépite. Parce que tu vois, celui-là, il avait l'air compliqué, mais en fait, je même pas besoin de regarder la figure, c'est top. En fait, ici, encore une fois, je peux réappliquer une deuxième fois la relation de Chasles et obtenir que c'est bien égal au vecteur CB. Donc, c'est un joli exemple, en fait, d'utilisation de la commutativité et de l'associativité de la somme vectorielle. Bon, alors, si tu as su t'en sortir pour le C, normalement, le D, ça a dû être une formalité, parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'on a le point D qui est commun aux deux représentants, et du coup, on va juste commuter les deux termes. On va faire la même astuce que précédemment, mais encore presque en plus simple, et on va appliquer évidemment la relation de Chasles, et donc on va obtenir que c'est égal au vecteur FC. Facile. Et enfin, le dernier, le big boss. Alors celui-là, il est déjà plus délicat. Bon, il y a peut-être plusieurs manières de le faire, mais celui-là, j'ai pas forcément envie de le faire en faisant de grosses astuces et d'essayer de plutôt en fait présenter la méthodologie. En fait, bon, on va pas trop s'embêter pour celui-là, on va essayer de le faire dans l'ordre naturel, en disant, je vais essayer déjà de m'attaquer à la somme de ces deux vecteurs. Et puis, il ne faut pas hésiter finalement à les représenter, ces vecteurs. Donc le vecteur CE, il est ici, il est représenté par cette flèche, et le vecteur BF, si on regarde bien, le vecteur BF est représenté par cette flèche. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je préfère la relation de Chasles, je trouve qu'elle est plus intuitive. Et en fait, ce représentant m'embête, j'aimerais trouver un autre représentant de telle manière à mettre les vecteurs bout à bout pour utiliser la relation de Chasles. Bon, en fait, c'est assez facile. Le vecteur BF, il est égal au vecteur ED, parce que le quadrilatère BEDF est un parallélogramme. Et donc, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va tout simplement remarquer que le vecteur BF est égal au vecteur ED. Donc, ça va me faire le vecteur CE plus le vecteur ED plus le vecteur AE. Et donc, je vais pouvoir appliquer ma relation de Chasles directement. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est-à-dire jouer sur la bonne représentation de votre vecteur. Et si vous aimez bien la relation de Chasles, essayez de trouver des représentations que l'on peut mettre bout à bout, ou si vous adorez la règle du parallélogramme, trouvez des représentations où vous avez le même point de départ. Et donc là, pareil, si on était à l'écrit, il faudrait bien préciser d'après la relation de Chasles, et là, on obtiendrait qu'on fait la somme, le vecteur CD plus le vecteur AE. Donc, il me reste ça maintenant. Donc, le vecteur CD plus le vecteur AE. Je vais faire un petit peu pareil, je vais les représenter. Je vais regarder comment je vais m'en sortir. Donc, j'ai mon vecteur CD qui est ici. Et j'ai mon vecteur AE qui est ici. Et en réalité, il va falloir que j'essaie. Alors moi, j'ai tendance à vouloir les mettre bout à bout. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. D'accord ?
Et comme j'ai d'abord le vecteur CD puis le vecteur AE, bah, par exemple, je pourrais très bien en fait dire que le vecteur CD c'est égal au vecteur BA. Et donc choisir en fait un autre représentant en disant bah, c'est ce représentant-là plutôt que je vais choisir. Et donc c'est ça mon idée, c'est de remarquer que le vecteur CD il est égal au vecteur BA parce que le quadrilatère ADCB est un parallélogramme. Et vous voyez, le fait d'obtenir des représentants que l'on met bout à bout, bah, automatiquement, on peut utiliser tranquillement la relation de Chasles de manière naturelle. Alors évidemment, par exemple, ici, il y avait plusieurs réponses qui étaient possibles, suivant les décompositions que tu as obtenues. Tu aurais pu, par exemple, obtenir le vecteur EC, tu aurais pu obtenir le vecteur AF, tu aurais pu obtenir le vecteur FD. Tous ces vecteurs-là sont égaux et donc sont de bonnes réponses. D'ailleurs, si tu as trouvé une manière peut-être plus subtile de le faire, eh ben, n'hésite pas à me poster sur le commentaire une alternative que tu aurais trouvée sur une des réponses. Il n'y a aucun problème. Et ça pourra permettre en fait à d'autres de pouvoir vérifier aussi s'ils étaient sur la bonne voie par rapport à leur recherche. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura été utile. Bon, il faut savoir que dans le prochain épisode que je vais tourner, on va travailler en fait la notion de coordonnées de vecteurs. Qu'est-ce qui se passe quand on fait les coordonnées de la somme de deux vecteurs? Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie un vecteur par un réel? Ça sera l'épisode 2. Et dans l'épisode 3, on parlera en fait de la notion de vecteur collinéaire. Quel outil on peut utiliser pour démontrer que deux vecteurs sont collinaires. Et à chaque fois, les vidéos seront suivies de petits exercices. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires. Bon, je te souhaite un très bon travail et à bientôt pour une prochaine vidéo.